Agir pour votre santé, le podcast du mieux-être au travail. Je sais pas, faites quelque chose, trouvez un médecin, vite. Permettez, je suis médecin. Non, laissez-moi faire, je suis pédiatre. La médecine du travail. Et oui, elle existe, elle est à la disposition de tous les salariés depuis 1946, date de sa création, mais on a un peu tendance à l'oublier. Qui n'a jamais trinqué avec ses collègues pour célébrer un anniversaire, un départ à la retraite ou tout simplement la fin de la semaine ? À l'approche des fêtes, période propice à l'organisation de pots et autres after-work, on a voulu s'intéresser à la question épineuse de l'alcool au travail. En France, l'apéro est érigé au rang de rituel et celui-ci n'échappe évidemment pas au monde du travail. Nous sommes l'un des plus grands pays consommateurs d'alcool de l'OCDE avec environ 12 litres par habitant et par an. Un cadre légal existe bien qui interdit la consommation d'alcool sur le lieu de travail, à l'exception de certaines boissons, si elles sont prises au moment du repas. Le vin, la bière, le cidre et le poiré, signe d'un autre temps. Et en l'occurrence, 1947 date du premier arrêté qui réglementait la présence d'alcool au travail, et 1982 date du décret qui a fixé cette formulation. C'est seulement depuis 2014 que l'employeur a le pouvoir d'interdire toute consommation d'alcool au travail en l'indiquant dans le règlement intérieur si cette consommation est susceptible d'entraîner des accidents. Pourtant, des études ont montré une augmentation importante des tests positifs à l'alcool et aux stupéfiants sur les lieux de travail. C'est donc un sujet capital pour la santé au travail que l'on va évoquer aujourd'hui avec le docteur Fabienne Van Butzel, médecin du travail et addictologue chez Presoa. Bonjour docteur. Bonjour Mathieu. Docteur, j'aimerais pour commencer, j'en ai dit deux mots, mais revenir sur le cadre juridique. Quelles sont les obligations légales de l'employeur en matière d'alcool sur le lieu du travail ? Le cadre législatif est clairement posé, Mathieu. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il a une obligation, non pas de moyens, mais vraiment de résultats à ce sujet. On peut aussi parler de la responsabilité des salariés. Quelle est la responsabilité individuelle dans ce cas ? La responsabilité, évidemment, elle va aussi du côté individuel, et c'est écrit aussi clairement dans le Code du travail, tout travailleur doit prendre soin, en fonction de sa formation et de ses acquis, de sa sécurité, mais aussi de celle des autres personnes qu'il côtoie dans le cadre du travail. Donc c'est clairement établi. Les responsabilités sont partagées, évidemment. Alors, le cadre est clair. Pourtant, il y a des zones de flou, parce que les cercles pro et de vie privée se mélangent souvent. Je pense aux pots, aux séminaires qui peuvent avoir lieu dans les entreprises ou à l'extérieur, des événements qui sont professionnels mais aussi un peu festifs. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux entreprises pour s'y retrouver ? Eh bien oui, parce que vous l'avez dit en introduction, l'alcool est sociétal, donc il s'inscrit dans le champ de l'entreprise et du travail. Mais finalement, il ne devrait pas y avoir de zone de flou, puisque là aussi, c'est très clair. L'employeur, il est responsable, y compris lors des pots, des moments festifs, des départs en retraite, des séminaires. Donc, la réglementation s'applique, et pour ça, il a plusieurs moyens à disposition pour pouvoir aider à respecter cette réglementation. Et parmi ces moyens, donc, il y a ce dont je parlais en introduction, le règlement intérieur, qui fait l'objet d'une négociation, c'est ça ? Alors, le règlement intérieur, oui, c'est l'un des outils essentiel, ce n'est pas le seul. En tout cas, c'est l'un des outils qui permet de cadrer, en particulier les dispositions relatives aux sanctions éventuellement, mais pas que ça. Donc effectivement, les négociations doivent être faites dans un dialogue social avec nos partenaires en entreprise. Et le but, c'est d'avoir un objectif commun, c'est la mise en place de plans d'action au niveau de l'entreprise. Pour ça, on accompagne beaucoup, nous, les entreprises à ce sujet. Alors justement, en tant que médecin du travail, comment est-ce qu'on aborde cette question qui n'est pas, peut-être j'allais dire dans l'esprit d'un Français, mais plus généralement, qui n'est pas une question de santé, l'alcool. Comment on aborde cette question qui peut être éminemment personnelle aussi ? Oui, et puis c'est toujours assez touchy de parler d'alcool en entreprise. Personne n'est à l'aise sur ce sujet-là. Il peut y avoir plusieurs portes d'entrée et diverses portes d'entrée.
Le médecin du travail que nous sommes, souvent nous pouvons être contactés par des employeurs vraiment en bienveillance, car ils sont en difficulté avec un de leurs salariés. Donc ça peut être une première alerte. Les collègues nous alertent parfois aussi, les délégués. Et donc nous sommes à l'écoute. Vous savez que nous sommes conseillers de l'entreprise au sens large. Et donc nous sommes à l'écoute et bien sûr nous proposons toujours notre aide, à condition que tout le monde joue le jeu également. Une autre porte d'entrée, ça pourrait être l'évaluation des risques. Par exemple le risque routier. Comment est-ce qu'on gère l'alcool dans le cadre du risque routier en entreprise. Et puis nous-mêmes, en tant que médecins, nous pouvons solliciter l'entreprise, par exemple sur des thèmes associés qui sont la prévention des risques psychosociaux, puisque par le fait, on en parlera j'imagine après, certains facteurs de risque psychosociaux peuvent entraîner des comportements à risque addictifs, en particulier au niveau de l'alcool. Donc diverses portes d'entrée qui sont assez faciles finalement pour nous en tant que service de santé au travail à aborder. Et est-ce que vous confirmez à votre place, vous, cette augmentation des cas de consommation sur le lieu de travail et peut-être de dépendance? Est-ce que vous avez des cas concrets à nous partager, peut-être en préservant l'anonymat, bien évidemment? Bien évidemment. Alors, ceci dit, en France, quand même, la consommation d'alcool a tendance à diminuer au fil des années. Cependant, nous sommes toujours confrontés à des situations particulières et qui arrivent dans notre cabinet souvent bien trop tardivement. J'ai eu le cas tout à fait récemment d'un jeune chauffeur routier dans une entreprise familiale, donc très très compliante et voilà vraiment très familiale, qui malheureusement était pris en état d'alcoolémie un matin en prenant son camion. Et l'employeur n'a pas voulu sanctionner, ce qu'il aurait pu faire, puisque dans un règlement intérieur, chauffeur poids lourd, prise d'alcoolémie, on peut sanctionner immédiatement. Et en fait, il a préféré me l'envoyer, alors évidemment avec accord du salarié, nous on est là aussi, on ne peut pas imposer les choses. On a essayé de l'accompagner, j'ai essayé de l'accompagner, mais l'addiction, elle était tellement forte que finalement, il a été arrêté à 1 an, parce que les parcours sont très longs. Les soins ont été compliqués. Entre deux, sa femme est partie, il a perdu ses enfants, il a perdu sa maison, il s'est retrouvé finalement au bout d'1 an à démissionner sans emploi. Donc malheureusement, on a souvent des expériences positives, mais bien souvent, quand ça arrive trop tardivement, des expériences tout à fait négatives. C'est pour ça qu'il faut parler d'alcool en entreprise, et pour tout le monde. Parce que par nature, quand on détecte une dépendance, c'est déjà trop tard. La consommation d'alcool étant plus ou moins anodine dans la société, la dépendance, elle est détectée forcément trop tard. Oui, tout à fait. Alors c'est l'iceberg, on appelle ça nous la pyramide de Skinner. Donc en fait, il faut bien savoir que 15% déjà des gens en France sont abstinents, soit suite à des problèmes, soit vraiment par conviction, par choix, quel que soit leur choix. 65% des gens ont une consommation qu'on appellerait sociétale, mais maîtrisée, sans risque. Ce qui veut dire qu'on a 80% des gens qui ont une consommation d'alcool ou pas, tout à fait raisonnable, si on peut dire, sans risque. Mais à contrario, ça veut dire que 20% des gens, 1/5 de la population, présentent une consommation à risque. Et dans cet iceberg-là, la petite montagne tout en haut, 5% des gens sont dépendants. La dépendance, tout est orienté vis-à-vis de la consommation de la substance. Et là, c'est du soin. C'est de la thérapeutique parce que c'est une pathologie chronique et que quoi qu'on fasse, même si on veut essayer, on n'y arrivera pas à arrêter tout seul. Donc la prévention est évidemment capitale, arriver avant qu'une dépendance s'installe. C'est ce que je crois Presoa fait au quotidien. C'est une politique volontaire de la part de Presoa. Comment elle se décline, cette politique ? Eh bien, nous avons des équipes en équipe pluridisciplinaire. Vous le savez, maintenant, la santé au travail a beaucoup évolué, en particulier avec des infirmiers et des infirmières qui sont formés pour certains en addictologie, et puis des assistants techniques aussi. Et nous animons des ateliers de sensibilisation directement sur le terrain avec du matériel, alors de façon ludique, mais avec un vrai message. Et en fait, notre objectif, c'est la question finale, c'est quel type de consommateur est-on et quel rapport nous avons, tout un chacun, vis-à-vis de cette consommation. Ça fait partie de l'offre socle que maintenant les services de prévention et de santé au travail offrent effectivement à leurs adhérents. Donc nous sommes parfaitement équipés, il ne faut pas hésiter à nous demander, nous sommes parfaitement équipés là-dessus en fonction des demandes de nos entreprises.
Comment est-ce qu'on interroge cette consommation? Je crois que l'OMS fixe un cadre. Est-ce qu'il y a d'autres déterminants? Alors en fait, il y a un message qui n'est pas connu de la plupart du public. C'est ce qu'on appelle l'unité d'alcool standard. L'unité d'alcool standard, c'est très simple, c'est la dose du bar. Quand on va, vous et moi, Mathieu, peut-être, en terrasse, vous et moi, on aura une dose standard lorsque le serveur va venir nous servir. Parfois, il y a même la petite trace sur le verre qui permet de ne pas dépasser cette dose. La dose standard, donc pour nous en tant que médecins, c'est pas une dose d'alcool fort, d'alcool doux, c'est une dose d'unité d'alcool. Et la référence mondiale, l'OMS, qu'on soit en France, en Asie ou en Afrique, c'est 10 unités d'alcool maximum par semaine. Sachant que l'alcool n'est pas obligatoire, le seul liquide qui est obligatoire, c'est l'eau pour vivre. Je le répète quand même. Donc 10 unités d'alcool, ça va assez vite. Il suffit déjà de présenter cette information qui n'est pas connue. Nous, en consultation, on interroge systématiquement quel type de consommateur êtes-vous. On ne dit pas, est-ce que vous buvez? Oui, non, comme tout le monde. Voilà, moi je ne suis pas comme tout le monde. Mathieu, vous ne buvez pas comme moi, je ne bois pas comme vous. Donc c'est apporter cette réflexion, apporter ce message, cette connaissance, et derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Souvent, on ne boit pas de la semaine, j'arrive quand même assez fréquemment, puis le vendredi, on commence. Pour exemple, un demi de bière, maintenant les bières, c'est souvent un demi-litre, triple, à 8, 10 degrés, nous sommes déjà à une consommation de 4 unités d'alcool. Et donc le risque pour la santé, c'est 10 unités d'alcool maximum par semaine, avec 2 jours sans alcool. Et je le répète, l'idéalement, ce ne serait de pas de boire. Mais voilà, on admet cette norme qui est une norme mondiale, donc il faut la faire connaître et ça le fait beaucoup réfléchir. Les gens nous disent je suis pas ivre, je suis pas machin, et finalement en sortant de la consultation, ils se disent oui, j'ai une consommation à risque. Donc pour définir une consommation à risque, il y a la quantité, peut-être le contexte aussi. Tout à fait. Alors on a des contextes différents. Alors quand même par genre, les hommes boivent plus que les femmes, ça c'est toutes les études l'ont montré. Les jeunes ont une consommation qui est un petit peu différente parce qu'elle s'inscrit souvent dans des consommations en une seule traite, si je puis dire. Ça fait partie des consommations, mais les effets sont ravageurs également. Et puis après, il y a tous les contextes sociaux, festifs, familiaux. Et puis, c'est la rencontre à un moment d'une substance avec un individu qui va avoir des fragilités et qui finalement ne pourra pas maîtriser sa consommation. Et c'est là aussi où nous, en tant que médecins, nous sommes très vigilants. Alors, on parle de l'alcool au travail, mais parlons aussi des effets de l'alcool sur le travail et également des facteurs de risque qui sont présents dans l'entreprise et qui peuvent encourager une surconsommation. C'est tout ça la prévention que vous menez ? Oui, tout à fait. Nous savons, et ça c'est toujours la partie délicate dans l'entreprise lorsqu'elle veut s'engager dans une politique alcool, c'est qu'il faut l'interroger sur sa propre organisation et sa propre représentation de l'alcool au sein du travail. On sait que des facteurs de risque sont prédominants, les facteurs psychosociaux, vous savez, le stress, la charge mentale. Nous avons des métiers qui traditionnellement sont plus consommateurs, les métiers du BTP, les métiers dits en pénibilité physique, les commerciaux, même si ça s'arrange, mais on sait, et ça on en parle souvent avec nos commerciaux itinérants, le repas du midi avec des clients, on l'arrose, même si on l'arrose moins maintenant, mais on l'arrose encore. Donc il y a tous ces facteurs de risque et d'organisation surtout à étudier dans l'entreprise. Et ça, c'est un vrai challenge pour l'entreprise. Parfois, ils n'en sont pas encore à ce niveau-là. Et les dégâts sur la santé qu'on peut observer Oui, alors l'alcool agit sur tout, malheureusement. Alors, première des choses, l'alcool est un psychotrope, au même titre que d'autres substances. Donc déjà, elle agit sur notre système nerveux central, à notre cerveau. Et à ce titre, évidemment, elle entraîne des troubles du comportement, des troubles de la vigilance, qui peuvent poser des vrais problèmes de sécurité pour les salariés et pour tout le monde. Ça donne des troubles digestifs, des troubles d'hypertension cardiovasculaire, des troubles neurologiques. N'oublions pas que chez la femme enceinte, c'est un risque pour le fœtus, un risque de malformation, d'accouchement prématuré. Donc, on a le petit pictogramme maintenant sur les étiquettes avec la femme enceinte à l'interdit. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est un cancérogène. Est-ce qu'on accepte tous les jours ou tous les week-ends de s'absorber une petite dose de cancérogène ? La question est là.
Donc ça, sont les effets médicaux. Sur l'entreprise, évidemment, on les connaît tous. L'absentéisme, les petits absentéismes, le lundi matin, on n'est pas très en forme, on n'arrive pas, on revient, on est en retard. Les erreurs qualité, les erreurs sur la conduite, par exemple, de machine, les démotivations. Et puis on peut aller plus loin, des troubles du comportement, des violences, des choses qui donc sont tout à fait à prendre en compte dans l'aspect, j'allais dire presque financier aussi. Alors financier n'est pas le bon terme, mais il y a un coût direct et un coût indirect de tout ça finalement au sein de l'entreprise. C'est pour ça aussi qu'il faut s'en emparer. Et puis bien évidemment pour le salarié, pour la personne. Moi je suis médecin, je parle surtout pour la personne des dégâts que ça peut occasionner. Alors, on va terminer sur une note un petit peu plus optimiste, si vous voulez bien, parce qu'on voit quand même, vous l'avez dit un petit peu, des évolutions dans les comportements. Est-ce que vous constatez une plus grande prise en compte de ces questions-là dans les entreprises et au niveau des personnels ? Oui, tout à fait. Nous sommes de plus en plus sollicités et les entreprises s'emparent de plus en plus du sujet. Pour tous les motifs que nous venons de préciser précédemment. Au-delà des outils arsenal réglementaires, par exemple le règlement intérieur, on a de plus en plus de politiques sur la consommation d'alcool qui sont clairement affichées. On a maintenant des entreprises qui sont zéro alcool, mais là aussi avec des négociations partenariales sociales, parce que il faut que ce soit quand même adapté à la situation de l'entreprise. Donc on voit les choses avancer. J'ai cité par exemple le BTP, les commerciaux. Bon, ça c'est clair qu'on voit les choses fortement avancer là-dessus. En plus d'un simple affichage, c'est aussi un sujet dont doivent s'emparer les managers et autres cadres des entreprises. Notre sensibilisation, par exemple, chez Presoa, elle commence par ça. Moi, en tout cas, qui suis addictologue, elle commence par sensibiliser l'employeur, la hiérarchie et les managers, et surtout les managers de proximité qui ont à gérer finalement les salariés au quotidien. Et c'est par leur connaissance à eux, tous, et par l'acceptation de ces messages que nous allons pouvoir arriver, qu'on va pouvoir aussi les aider. Manager de proximité, c'est pas facile, on le sait à tout point de vue. Et donc gérer des personnes qui ont des comportements à risque alcool dans leur équipe ou dans leur service, c'est très compliqué pour eux. Donc ça commence par ça, aider les managers et en particulier les managers de proximité. Et donc nous, on commence toujours par ça. On fait d'abord une interrogation de la hiérarchie, en gros. Et qu'est-ce qu'on veut ? Finalement, qu'est-ce qu'on veut au-delà de cette politique ? Est-ce qu'on veut juste du coercitif ? Auquel cas, nous, quand même, c'est pas notre... Bien sûr, il y a de la réglementation, mais c'est pas notre point de vue. Moi, est-ce qu'on veut de la prévention ? Et c'est ça le plus important. J'aimerais vous donner le dernier mot, justement, et l'occasion de vous adresser peut-être aux chefs d'entreprise, aux managers, mais aussi peut-être aux salariés, là, à l'approche des fêtes. Écoutez, j'encourage chacun justement s'assimiler ce message des unités d'alcool et finalement de s'interroger de notre propre rapport à l'alcool, nous en tant que consommateurs si nous y sommes, mais aussi les personnes qui ne boivent pas vis-à-vis de leur entourage. Je rappelle que des moments festifs peuvent se faire sans alcool. C'est encore un peu tabou de le dire, mais ça peut se faire sans alcool. Comme nous avons le mois sans tabac au mois de novembre, j'invite tout le monde et j'incite tout le monde à finalement défier son comportement pendant le mois de janvier, le dry January, afin de voir quel est notre rapport à l'alcool également. Et merci pour votre expertise, Dr Van Butzel. Merci Mathieu, à bientôt. L'alcool au travail, c'est donc une histoire de convivialité, mais aussi de responsabilité. La loi, complétée par un règlement intérieur clair, pose le cadre légal. Mais au-delà des textes, la vraie question reste celle du dialogue. Comment parler de consommation, de prévention ou d'accompagnement sans juger ni stigmatiser ? Ce qu'on retient, c'est que la prévention passe par la clarté des règles bien établies, des managers formés et notamment à l'écoute des salariés. Parce qu'un moment de célébration ne devrait jamais mettre en péril la santé au travail. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci encore au Dr Van Butzel et à bientôt pour un prochain épisode. Quel professionnel. C'est beau. Et Mathilde, vous me mettez très à l'aise. On a quand même travaillé avant, donc voilà. Pour moi, c'est pas très compliqué.